Ouais, donc on va commencer par cet article que Robert Pape a publié aujourd'hui. Alors, j'ai des citations, vous allez voir, de deux papiers, un qu'il a publié aujourd'hui et un qui date d'hier, où il a annoncé ce qui allait se passer aujourd'hui. Il a annoncé, et c'était avant que Trump publie son message justement sur le projet liberté. Et il avait annoncé en craignant que Trump allait choisir ce qu'il définit comme étant un pari à haut risque. Et vous allez voir, à un moment, on va faire un retour historique qui est assez fascinant. Et c'est pour ça que j'apprécie son travail, c'est que c'est un historien qui est spécialiste de justement ce genre de tentative d'intervention pour aller imposer soit la démocratie, soit imposer un changement de régime. Et avant même que les bombardements débutent, le 28 février, le 27 février dernier, il avait écrit qu'il n'y avait pas dans l'histoire moderne un seul cas qui ait été couronné de succès. Et en disant que tous les cas ont évolué de la même manière, c'est-à-dire avec une escalade, parce que quand au bout d'un moment, ça ne marche pas, qu'il y a eu une réponse, on va monter, et c'est ce qu'il appelle d'ailleurs le escalation ladder, donc cette Ouais. échelle de l'escalade, et pour finalement arriver à un moment où vous êtes piégé. C'est ce qu'on appelle the escalation trap. Donc vous êtes piégé parce que vous êtes soit, et c'est ce qu'on voit Donald Trump actuellement, soit vous allez perdre la face, ce qui va montrer la faiblesse de votre pays, la faiblesse de vos menaces, la faiblesse de votre parole, soit vous êtes obligé de se dire, OK, bon, ben, ma menace de détruire le pays, maintenant il faut que je le fasse parce que sinon, je vais perdre de l'influence, pas forcément qu'avec l'Iran, mais je vais perdre de Tout le monde. l'influence avec l'Europe, avec Ouais. l'Asie, par rapport à la Russie, par rapport à la Chine. C'est ce que Robert Pape, donc historien à l'Université de Chicago, avait écrit il y a maintenant 66 jours, même un petit peu plus avant. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc, on va rentrer dans son nouveau papier sur sa page Substack où je suis abonné. Vous voyez, c'est par exemple lorsque vous nous envoyez des super chats, bah, ça permet de ce genre de frais, hein. Je dois être, j'attends ma médaille de Substack parce que, comment dire, On finance la plateforme. on finance la plateforme. Je suis inscrit à vraiment énormément, mais je trouve que c'est fascinant. Et peut-être qu'un jour, on retrouvera maintenant Média sur Substack. Peut-être, on verra. Et donc, voilà, il dit, avec ce choix de se dire, on va envoyer des navires on va utiliser la US Navy pour escorter ou guider, appelez ça comme vous voulez, c'est la terminologie très souvent, les navires à Hormuz, c'est que on fait un pari qu'on ne peut pas perdre. Hein, ça arrive des fois dans l'histoire que les pays font des paris, bon ça n'a pas marché, c'est pas grave, on continue. Là, on est dans une situation où on ne peut pas perdre parce que c'est une déclaration publique qui rattache à la crédibilité de Washington. C'est Donald Trump qui dit, hein, on l'a vu tout à l'heure avec sa déclaration à Fox News, de manière très claire, il est piégé et il est en train de dire quoi à l'Iran, si vous tirez sur un de nos navires, je vais venir vous détruire. Et donc maintenant, c'est très facile pour l'Iran de le faire. Et imaginons de couler un navire qui est escorté, guidé. Mmh. Et du côté de Donald Trump, c'est que publiquement, il a dit, si vous le faites, alors on a vu ce qui s'est passé pour aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il essaye de s'en sortir en disant, non, mais pas vraiment, de toute façon, le navire, il n'était pas vraiment escorté, Tu et il y a guidé juste un plutôt, ouais. petit qui est passé, c'était un petit rien du tout, ça a fait un pchit. Allez expliquer au propriétaire du navire qui a été coulé, parce qu'on a vu les images, que ça a été un pchit, mais en tout cas, parce que Donald Trump, publiquement, a dit, si vous faites ça, je vous attaque. Donc c'est ça le pari
que Donald Trump a fait, il vient de s'engager publiquement. C'est pour ça qu'il est extrêmement risqué. Il y a une différence entre s'engager publiquement en disant c'est ça ou c'est ça, que de le faire lors de conversations, d'échanges diplomatiques en disant, vous savez, si vous n'acceptez pas ça, il y a un ultimatum, il y a ci, il y a ça. Là, publiquement, les États-Unis se sont dit, on est all-in sur notre crédibilité. Si vous nous attaquez, on va répondre. On va avancer dans cet article qui démontre combien tout ça c'est compliqué. Regardez, c'est qu'en faisant ce pari public, il s'est encore plus piégé parce qu'il n'a plus le choix maintenant de respecter sa parole. Si demain, il y a un navire qui est coulé, et je ne parle même pas d'un navire américain qui est touché, navire d'escorte ou de guidage, appelez ça comme vous voulez, que va faire Donald Trump? Donc, ouais. C'est le problème avec Trump qui, en fait, sa stratégie depuis le début, pour tout, c'est toujours de jouer l'homme fort, de toujours dire avec tout et rattacher avec tout, voilà, faites comme je veux, sinon je casse. Et le fait que maintenant, il rattache à chaque fois ses menaces avec ce qu'il veut, on arrive à en fait voir que Trump est tout nu parce qu'il y a cette menace. Peut-être que si Trump avait juste expliqué que voilà, il souhaitait faire ça sans menacer l'Iran de je vais vous effacer de la face de la terre, il serait en meilleure position. Mais comme à chaque fois, il veut passer en étant le gars qui est le plus fort, le plus dur et qui fait le plus peur, il se met en cette position où c'est très simple de le rendre ridicule. De le rendre ridicule. Et on va voir cet impact. Donc, on va continuer dans cette démonstration que fait Pape en disant le problème, c'est qu'aujourd'hui, en faisant ce choix, il n'y a que deux solutions. Soit il gagne et que effectivement les États-Unis arrivent à stabiliser le corridor, arrivent à stabiliser le détroit de Hormuz, et à partir de là, Trump pourra dire qu'il a les cartes en main, que oui, bon, il n'a pas réussi sur la question du nucléaire, sur le changement de régime, mais c'est pas grave parce qu'il vient de sauver l'économie mondiale en contrôlant Hormuz, ce qui serait une première. Mais il dit, voilà. Et c'est là qu'encore une fois, au début de ce conflit, Pape disait, attention, le régime iranien, pour gagner, a juste besoin de survivre. C'est la seule chose. Ils vont être attaqués, ils vont être tués. On a vu, c'est exactement ce qui s'est passé avec l'ayatollah qui a été assassiné et d'autres membres de son entourage. Mais s'ils survivent cette vague d'attaques, c'est la première victoire, elle est pour eux. Alors que les Américains, pour gagner, ils ont besoin de faire le changement de régime, de récupérer l'uranium, d'avoir la zone sous contrôle, etc., etc. Donc le standard de victoire pour les Américains est 10 fois, 100 fois plus haut que celui des Iraniens. Et là, il dit c'est exactement pareil. C'est-à-dire que soit, et aujourd'hui, 66e jour de ce conflit, ça paraît complètement inatteignable. On dit les Américains contrôlent le corridor et le trafic pétrolier et de gaz naturel reprend comme si rien n'était, ou soit les Iraniens ont besoin de mettre en difficulté une seule fois, les États-Unis. Ils n'ont pas besoin de faire partir les États-Unis. Ils ont besoin de une seule fois les humilier aux yeux du monde, une seule fois, en coulant un navire ou en frappant un navire américain. Il n'y a pas d'autre issue. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Oui, c'est ce qu'ils sont en train de faire, exactement. Donc, on voit que du côté des prix, par exemple, c'est de manière très claire. On a compris c'est qui contrôle aujourd'hui. Alors, vous avez évidemment Bessette qui dit qu'on a un absolu contrôle du détroit d'Ormuz, mais dans la réalité, on voit les prix. S'il y avait un absolu contrôle des États-Unis sur le détroit d'Ormuz, le prix du baril, il ne serait pas à 106 $. Le prix du baril, il aurait redescendu à 80. Ouais. Donc voilà, du côté de l'Iran, c'est nous qui avons le pouvoir. C'est Pendant nous qui avons des semaines maintenant, ils arrivent à garder ça.
Et donc, c'est ça le risque, le côté risque de la chose est sur le côté de Trump et les États-Unis. Ils auront, en fait, ils ont passé leur période de risque. Leur période de risque, c'était d'avoir des bombes qui leur tombaient sur la tête. Tout ça, c'est passé. Mais maintenant, regardez, c'est les Américains qui sont en position de faiblesse parce que c'est eux qui sont responsables pour ce qui se passe. Ouais, parce que si demain, Trump se rend compte que ça ne fonctionne pas et qu'il décide d'arrêter son Project Freedom, bah, résultat, il a perdu toute crédibilité. Ouais. Surtout, alors certes, aux yeux de ses ennemis, mais également aux yeux de ses alliés. Et c'est vraiment l'attitude, on va y revenir, que l'on voit lorsqu'on on entend les déclarations aujourd'hui d'Emmanuel Macron ou en général des Européens et entre autres le chancelier allemand il y a quelques jours qui a quand même parlé d'humiliation pour les États-Unis en disant c'est une humiliation ce qui est en train de se passer. Et donc, soit il se rajoute à l'humiliation et il perd encore en crédibilité, soit il est obligé d'escalader dans des conditions où il n'a plus vraiment d'option. C'est-à-dire que s'il n'arrive pas à contrôler Hormuz, c'est quoi la prochaine option ? Exactement. C'est quoi la prochaine option ? C'est vraiment piégé. Et ouais, du côté maintenant des pays alliés aux États-Unis. Ah, ouais. Et on l'a déjà vu ça quand Trump a fait appel en disant envoyer les bateaux, que ce soit la France, l'Angleterre et même le reste de l'OTAN, et que personne n'est venu, personne n'a accepté son offre. Et donc, s'il refait encore une fois ça, encore une fois, ça va être une défaite américaine où Trump demande aux alliés d'intervenir et que personne ne va venir. Ouais, et cette phrase-là que je vous ai surlignée est tragique parce que ce que Pape explique en large dans son papier, c'est que du côté des alliés américains, on se prépare à un échec américain. On dit, voilà, Trump va perdre, il n'a plus le pouvoir, il n'a plus les cartes en main. Qu'est-ce que ça veut dire à court terme, à moyen terme et à long terme ? Et lorsque vous avez Carney qui vient du côté du sommet européen en Arménie pour dire que justement il va y avoir un nouvel ordre mondial et que cet ordre mondial va se construire depuis l'Europe, bah, c'est exactement ça, se préparer à l'échec américain pour le long terme. Parce que à la fin, on va le voir, au-delà de l'Iran, il en va de la place des États-Unis dans le monde. Donc on continue à avancer. Évidemment, il revient sur ce que je vous expliquais tout à l'heure, que le degré de succès pour les Iraniens, c'est que ça marche une seule fois. C'est là qu'on voit cet déséquilibre complètement fou dans lequel Trump s'est mis en disant soit je protège la totalité et il n'y a jamais de problème, c'est-à-dire ni aujourd'hui, ni demain, ni dans une semaine, ni dans un mois. Et du côté des Iraniens, c'est OK. Réussissons une seule fois. Réussissons une seule fois. Donc, la question qui arrive maintenant, c'est de se dire qu'est-ce qui va se passer ? Évidemment, la question par rapport à ce principe du succès d'une seule attaque, c'est que Trump joue en fait l'image du contrôle global des États-Unis. Que si il est mis en échec une fois par les Iraniens dans cette nouvelle stratégie, d'où le risque de ce pari, bah, ça veut dire que les pays du Golfe, qui déjà ont des doutes, on l'a vu, on vous en a parlé plusieurs fois, les pays d'Asie qui sont dépendants de ce pétrole-là. D'ailleurs, vous voyez que le premier navire à avoir été touché, c'est un navire sud-coréen. Et l'Europe vont être témoins de tout ça et vont se dire, bah, c'est bon, les États-Unis n'ont plus l'autorité. C'est la grosse différence. Tout à l'heure, quand on voyait ces images de bases détruites et de mensonges autour, c'est plus de dégâts, ce que vous avez vu, que ce que l'Irak de Saddam Hussein avait réussi à faire au début de la guerre du Golfe. D'accord ? Et déjà, donc, il y avait des doutes sur l'autorité. Parce qu'à l'époque, la parole des États-Unis, quand les États-Unis menaçaient, ça suffisait. Là, le fait que les Iraniens
on dit OK, on call à chaque fois. Ouais. En termes de poker, parce qu'on est dans des termes de poker, vraiment ça, avec les Iraniens qui à chaque fois on dit ah ok c'est ça la menace, bah d'accord, nous on bougera pas, venez. Et que les États-Unis n'ont pas fait, bah, Trump a entraîné le fait que la crédibilité, l'autorité naturelle des États-Unis en disant regardez derrière la puissance militaire que l'on a, elle était basée sur ça, bah, résultat, elle n'est plus là. On continue, on parle c'est ça, alors comment aussi vendre la guerre et vendre des objectifs des Américains, c'est que le changement des régimes, c'est trop tard, on a déjà joué cette carte à peu près. Tout ce qui est par rapport à l'arme nucléaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut, encore une fois, escalader pour y arriver. C'est un échec alors. Ouais, et puis cette dernière phrase de dire qu'aujourd'hui, les États-Unis ne sont plus, évidemment, on n'est plus dans la phase de planification et on sait comment c'est mal passé, mais ils sont plus dans la phase où c'est eux qui créent le mouvement. On est uniquement dans une phase réactive. Et donc, effectivement, c'est un peu comme vient de le dire, je viens de voir passer le message de... c'était qui juste avant? C'était Véro, de dire que quand on est dans une phase réactive, on a très très peu d'options. Et du coup, il ne peut plus gagner. C'est ça, lorsqu'on sort de ce message-là, de la lecture de ces deux articles de Robert Pape, c'est le sentiment en se disant, en fait, finalement, il n'y a plus d'options. Ouais. Il n'y a plus d'options. Piégé. Il n'y a plus d'options de victoire. Il n'y a plus d'options positives pour Donald Trump. Et on est en train d'être le témoin en permanence, ensemble, en direct, d'une redistribution de cet ordre mondial. On l'a vu déjà avec l'Europe, on l'a vu déjà avec les relations entre les États-Unis et Moscou, une redistribution de cet ordre de cet ordre mondial qui est né à partir de 1945-1946. C'est vraiment ce qui se passe avec ce choix-là. Et on est obligé, je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat, de se dire que, évidemment, et Obama l'a encore confirmé il y a quelques jours, que Netanyahou avait tenté de vendre la même chose à Obama et il avait refusé parce que Obama, lui ou ses conseillers, en tout cas, ils avaient compris que les conséquences d'un échec, déjà les informations que donnait Netanyahou étaient loin d'être fiables, mais que d'un échec en Iran entraînerait cet effondrement de la puissance américaine et redistribuerait les cartes à travers le monde. Et on est obligé de se dire, est-ce que Trump, on l'a prévenu de ça et il s'est dit non, c'est pas vrai, je vais en faire qu'à ma tête, qui correspond au personnage, ou pire encore, et je parle pas que de Netanyahou, mais je parle de Nexef et en général des gens qui sont là pour conseiller de Trump, on ne lui a pas dit, attention, en cas d'échec, n'allons pas dans ces directions-là, qui était le discours pendant des années de Trump en disant si on part se battre, la seule chose qu'on va découvrir dans le sable, c'est du sang. En gros, il disait ça. Est-ce que Venezuela joue sur ça? Est-ce que c'est parce qu'encore une fois, il a eu un succès avec Maduro, il voulait qu'on parle d'autre chose que ce qui se passe aux États-Unis et il s'est dit, OK, pourquoi pas l'Iran prochain? Est-ce que c'est parce que l'opération Midnight Hammer de la première fois? Je ne sais pas, il y a beaucoup de questions, mais c'est certain qu'ils n'ont pas prévu d'être dans ce genre de situation et pourtant, plusieurs de ces choses étaient claires. Ouais, et c'est pour ça que Pape écrit que ces victoires militaires, on en revient tout à l'heure au message que Trump a posté sur Truth Social, son même, dit dans la réalité, c'est une victoire militaire, ce sont des victoires militaires pour rien, parce que il n'en sort rien de concret qui met les États-Unis dans une position. Et donc, résultat, lorsqu'un pays aussi important, lorsqu'un pouvoir aussi important se retrouve dans cette situation, qu'il n'arrive plus à stabiliser la situation, la seule manière qu'il a d'espérer pouvoir s'en sortir, c'est
cette escalade. On en parle tout de suite après. On va retourner dans cette analyse de Robert Pape sur ces nouvelles étapes, sur cette nouvelle étape autour du détroit d'Ormuz et ce que ça veut dire à court et à moyen et à long terme. Mais Thomas, est-ce qu'il y avait... il y a Laura, merci Laura, qui nous dit que c'est une bonne analyse. Nathalie, ouais, 100% d'accord avec toi Nathalie, exactement, pertinent et visionnaire, c'est même le terme que je cherchais pour être honnête. Guylaine, complètement sur la coche, donc ça c'est du québécois, amis francophones de Belgique, de Suisse, de France et d'ailleurs. Mario nous parle de logique, on est d'accord, c'est implacable comme la logique est implacable. Effectivement, en tout cas, je suis heureux de voir que vous appréciez cette exploration dans le travail de Robert Pape. Et évidemment, je vous invite à suivre son compte sur Substack. Donc, on en revient sur son article. Il explique évidemment désormais le contrôle du détroit de Suez, excusez-moi, du détroit d'Ormuz, ça c'est une autre histoire. C'est devenu le levier central de l'Iran. Ils n'ont plus besoin d'autre chose et que du coup, il vient d'installer l'Iran et dit à cause de tout ça, l'Iran est en train de devenir ce qu'il estime le 4e centre du pouvoir mondial. Parce qu'on a vu ce qui est en train de se passer sur l'économie américaine. Et là, je vais faire une petite parenthèse. C'est qu'il parle du prix de l'essence. Parce qu'en disant, soit Trump fait rien et il va propager cette situation économique. C'est là où on voit où il est piégé. On va regarder cet impact sur le prix de l'essence en dollars depuis le début de l'opération Epic Fury. C'est GasBuddy qui a fait ça. C'est une organisation qui est complètement neutre politiquement. Ils ne sont pas dans l'arène politique. Leur seule arène, c'est le prix de l'essence. Et ils ont fait le même travail de rendre compte du prix de l'essence quand c'était Biden qui était là. Donc, d'ailleurs, à ce moment-là, les comptes MAGA... On les aimait beaucoup, j'imagine. Aimaient beaucoup GasBuddy qui faisait ce genre de choses. Et donc, il nous explique que depuis le début, depuis le 1er mars, les Américains ont dépensé un supplément de près de 24 milliards. Il y a beaucoup de chiffres, beaucoup de zéros. 24 milliards de dollars. Et regardez cette phrase disant « This is real money ». Ce n'est pas les marchés, ce n'est pas le prix du baril, c'est à la pompe. This is real money, this is your money. Et donc, évidemment, si aujourd'hui vous êtes démocrate et que vous pensez être candidat au mois de novembre prochain, vous allez récupérer ce graphique pour le mettre dans votre campagne. Et en disant « Regardez, aujourd'hui… » Ce n'est pas la force qui est avec nous. En tout cas, il nous en faut beaucoup parce que rien qu'aujourd'hui, vous avez dépensé globalement le pays un supplément de 558 millions de dollars à cause de ce qui est en train de se passer à Hormuz, en nous expliquant que c'est 6 462 dollars supplémentaires qui sont payés chaque seconde et que du coup, non seulement ça vient handicaper les citoyens américains, mais du coup, toutes les compagnies qui travaillent, etc., etc. Bien sûr. Et ce genre de chiffres, ça va à une vitesse. On a vu, en plus, même dans l'administration Trump, on a avoué que si la guerre s'arrête demain, pour de vrai, les effets seront sentis pour encore au moins des mois à venir. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va juste disparaître. Et un autre point qui va être mis en avant, je ne sais plus si j'ai sélectionné l'extrait ou c'est quelque chose que je n'ai pas pris parce que je ne voulais pas copier la totalité de son papier. Je vous invite encore une fois à aller le lire. C'est qu'il revient sur cet impact en disant on est passé de « tiens, le prix de l'essence augmente » à le prix des billets d'avion augmente, à on annule des vols, à des compagnies font faillite. Spirit, avec ses 14 000, je pense qu'il expliquait que c'était ses 14 000 ou 17 000 emplois, je ne m'en souviens plus exactement, mais en tout cas, la faillite, c'est 17 000 emplois, c'était justement là, de Spirit. Et donc, 17 000, c'est beaucoup. 17 000 je ne pensais emplois. pas que c'était autant. 17 000 emplois, en disant on est rentré dans la seconde phase. La première phase, c'était une
augmentation du prix du pétrole et une augmentation contrôlée du prix de l'essence pour le consommateur parce qu'il y avait déjà des stocks qui étaient ici, il y avait des cargos qui étaient déjà en train de transiter sur l'océan, donc ça a été limité. Et là, on rentre, oui, Guylaine, tu as 100% raison, dans le deuxième impact de l'effet Trump. Et donc, il dit, ben voilà, on en est maintenant où des compagnies font faillite. Et là, on pourrait dire, surtout si vous êtes un pro-MAGA ou un membre de l'administration Trump, non, mais Spirit, c'est la faute de Biden. Hein, on l'a entendu, hier, on en a parlé. Aujourd'hui, Spirit, hein, c'est une faillite complète où on vous a raconté à 3 heures du matin, tout a été fermé, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'employés, il n'y a plus de services de vente, il n'y a plus de site internet, il n'y a plus de pilotes, il n'y a plus d'avions. C'est comme ça que ça s'est passé ce week-end. Il y a une procédure légale à suivre. Et regardez ce qu'on va trouver dans les documents légaux de Spirit qui expliquent pourquoi ils n'ont pas eu d'autre choix. Et vous allez voir, hein, c'est très clairement écrit, c'est à cause du prix de l'augmentation du kérosène, à cause de la situation actuelle. C'est un effet de ce piège dans lequel Trump s'est glissé. Il n'y a aucun doute, c'est le document officiel là, que vous avez devant les tribunaux pour justement faire valider cette faillite. Voilà. Voilà. Fact, exactement. Donc, petite parenthèse, mais extrêmement importante, parce que nous sommes rentrés dans cette deuxième phase qui va venir tous nous impacter. Et donc, on retourne sur les forces de l'Iran en disant, désormais, c'est l'Iran qui contrôle le processus diplomatique. C'est une grosse différence que l'Iran, c'est eux qui viennent d'humilier les États-Unis. On se rappelle avec J.D. Vance qui devait partir, pas partir, repartir, etc., etc. Alors après, Trump s'en sort en disant non, mais on va faire ça par téléphone. On ne veut pas faire les voyages parce qu'on ne veut plus faire les voyages parce qu'on s'est fait humilier. C'est les Iraniens qui sont partis et disent finalement, on n'a pas les conditions qu'on veut, on débarque. C'est fou quand on voit combien d'endroits sont touchés. Combien de catégories sont touchées par rapport à cette défaite qui n'est pas encore une défaite officielle, mais qui est une défaite dans le jour à jour. Ouais, et on continue. Tout à l'heure, je vous disais que la première victoire des Iraniens, c'était de survivre. Donc, on est passé de là. Ils ont survécu aux frappes. Ils ont survécu aux tentatives de changement de régime de l'intérieur fait par l'administration Trump. Et donc, il dit, voilà, ils sont passés de ça à l'Iran. Donc, imaginez, il dit, c'est pour ça que désormais, ils sont la 4e puissance mondiale. Je ne sais pas si vous imaginez la chose, en disant que désormais, c'est eux qui sont en train de façonner le système économique et politique global. Et que du coup, ça va avantager qui ? Évidemment, les alliés de l'Iran. Évidemment, la liste, c'est qui ? Au-delà de la Russie, la Chine. La Russie, la Chine et le nombre de pays qui désormais ont décidé de se dire « Ok, Donald Trump va aller nulle part, on va nous faire nos efforts diplomatiques pour notre économie. » Le Pakistan et Oman qui sont en train de négocier avec l'Iran directement, sans passer par les États-Unis, une sortie de crise pour eux. Et donc, en disant, voilà, on va créer des relations. Donc, vous aviez, avant le début de Epic Fury, l'Iran qui, dans cette zone, était un petit peu au banc des nations. Et désormais, vous avez les nations qui vont vers l'Iran en disant, et si nous, on trouve un accord avec vous, est-ce qu'on peut avoir accès au pétrole et à Hormuz ? Pakistan, pays nucléaire. Oui. Donc, voilà. Et encore une fois, ce qu'il disait même Robert Pape tout à l'heure dans l'article, en expliquant que si l'Iran sort de ce conflit plus fort en termes d'économie, ils seront dans une meilleure position d'obtenir des armes nucléaires l'année prochaine ou dans 2 ans. Parce qu'ils auront eu, comme vous avez vu, ils auront monté l'échelle économique du monde. Exactement. Donc, super. Vraiment, c'est le contraire. Donald Trump a renversé la table.
Hein, souvent, je vous dis, il ne joue pas le même jeu quand on Ouais. parle d'échecs et tout ça que les autres. Il arrive et il balance l'échiquier au sol. Il a fait pareil. Mais le problème, c'est que on voit que c'est mauvais pour les États-Unis. On revient, je vous en ai parlé tout à l'heure, on va pas revenir sur la déclaration de Meurs et sur le fait que l'autorité américaine, et quand on parle des tacos, hein, ça nous fait rire, ça nous fait sourire, mais à chaque fois que Trump fait un taco, il perd de cette crédibilité. Du coup, les dirigeants du monde entier, dont Carney, on l'a vu tout à l'heure, mais aussi allez voir les déclarations aujourd'hui de Macron, allez voir les déclarations de Merz qui nous expliquait que l'Iran était en train d'humilier les États-Unis. C'est un mot extrêmement fort. L'Allemagne est un allié Des États-Unis. États-Unis. Et donc dire non, notre allié est en train de se faire humilier. Vous voyez les dégâts de ce que Trump a créé. Donc, et évidemment, cette baisse de l'autorité, on la voit avec l'Iran, parce que l'Iran répond à aucune des menaces, aucune des timelines, des dates définitives que Trump met, parce qu'à chaque fois, ils disent, tiens, on vous met en avant. Et oui, Suze, tu as 100% raison. Ça va prendre des années et des années pour se remettre. On parlait tout à l'heure des problèmes des 3400 procureurs et avocats qui travaillent au département de la justice et qui ont quitté le département de la justice. Et tout le monde dit que ça prend 10, 20 ou 30 ans pour avoir une génération aussi qualifié que ce qu'on a perdu. On voit que le véritable bilan de Donald Trump, c'est d'avoir tout détruit autour de lui. Ça, on en revient à ce que Jean-Marc Léger nous disait en conclusion de son émission, en disant voilà, Donald Trump, c'est un destructeur. C'est un destructeur. Il détruit tout. Et donc, en ce moment, à travers l'Iran, par son incompétence et son entourage, il est en train de détruire l'ordre mondial. Et c'est justement vers ça que va l'article de Robert Pape en disant que ce qu'on est en train de voir en ce moment, c'est l'équivalent de ce que lorsqu'il y a eu la défaite de l'Union soviétique au moment après la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'Union soviétique, donc la défaite au moment de la guerre froide, où les Russes ont vu le monde se réorganiser sans eux. Et il dit, regardez, avec ce pari de Donald Trump, le monde les États-Unis risquent de voir la même chose. C'est-à-dire l'Iran s'organiser avec ses alliés, Chine, Russie, Pakistan, Oman maintenant, et d'autres, et l'Europe et l'Asie se dire on peut plus faire avec les États-Unis, et les pays du Golfe pareil, en se disant on va aller chercher des solutions ailleurs, et les États-Unis vont se retrouver seuls de son côté. C'est ce qu'est en train de faire Donald Trump. Et donc là c'est extrêmement intéressant parce qu'il dit quand on fait tout ce portrait de tous ces scénarios, ce qui est en train de se passer, c'est pourquoi Donald Trump va prendre ce risque. Pourquoi Donald Trump va prendre le risque de dire publiquement si vous attaquez un des navires, je vais venir vous détruire, en sachant que jusqu'à présent, il n'a jamais mis ces menaces à exécution et que pour les Iraniens, c'est public, c'est pas quelque chose qui se joue en coulisses. Donc s'ils viennent couler des navires, on va le savoir. Tout le monde va le savoir et comme il vous l'a expliqué plus tôt, il suffit une seule fois pour les Iraniens pour avoir la victoire. Et là, il dit, c'est ce qui arrive lorsque les pays ont compris qu'ils sont en train de perdre quelque chose, donc les pouvoirs. Là, on va partir sur l'exemple du Japon qui est extraordinaire, et en se disant, OK, soit on accepte notre défaite et les conséquences de cette défaite, soit, regarde, il reste encore une ou deux options à haut risque. Et il part sur cet exemple en citant un autre historien américain qui s'appelle Bruce Rosset, qui est un des spécialistes justement de l'histoire de Pearl Harbor et de l'histoire du conflit dans le Pacifique avec justement la guerre contre le Japon et qui a eu accès récemment à des nouveaux documents qui viennent des archives japonaises. Et on découvre quoi ? Que
hein, ça répond peut-être tout à l'heure à la question, je disais, mais est-ce que Donald Trump avait conscience de tout ça? Ce qu'il faisait, ouais. Donc, on est en 1940-1941, et les Japonais, lorsque le plan de Pearl Harbor est étudié, sont au courant qu'un des risques, c'est que les États-Unis, du coup, répondent en déclarant la guerre au Japon, et que du coup, il y ait une escalade militaire que les Japonais ne sont pas certains de gagner. Ils le savent, c'est à gros risque. Mais de l'autre côté, ils se sont rendus compte que les sanctions pétrolières, regardez encore une fois, on tourne du pétrole, que les États-Unis étaient en train de ralentir l'effort de guerre japonais, et qu'on était en train de mourir à petit feu, d'étouffer, et qu'on allait perdre à ce niveau-là. Et du côté japonais, on a dit non, on ne veut pas de cette défaite-là, on ne veut pas céder diplomatiquement. Donc ce qu'on va faire, on va tenter ce dernier pari, on va attaquer Pearl Harbor, et si ça se trouve, ça va bien se passer pour nous. Ça s'est terminé comment, Pearl Harbor? Ça s'est terminé avec Hiroshima et Nagasaki. Et donc, Pape est en train de dire, on est dans la même chose, où Donald Trump se dit, très certainement, on lui a dit, c'est extrêmement risqué d'aller vouloir prétendre contrôler le détroit de Hormuz, mais il n'y a plus d'option. Et donc, il a choisi, c'est exactement ce qu'il a choisi de faire. Il y a des mots qui commencent à apparaître sur les médias américains, qui est le mot gambit. Gambit, c'est un pari. La racine de gambit, c'est gamble. Gambling, c'est de faire un pari. Ouais. C'est lorsque vous êtes un joueur que vous allez au casino en disant « Ok, je vais faire rouler mon dé, et si ça se trouve, je vais gagner de l'argent derrière. » C'est ce qu'est en train de faire Donald Trump. Mais la plupart du temps, quand vous allez à un casino et que vous faites rouler un dé, c'est the house qui gagne. C'est le casino, c'est pas le joueur. Nous sommes face à cette situation-là. Et donc, il explique que ce que Donald Trump... Pardon ? Escalation trap, c'est ça. Exactement. Ce que Donald Trump est en train de faire, c'est ce que font les nations lorsqu'elles voient le mur qui est en train d'arriver. Elles se rendent compte que, aïe, 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 il n'y a pas d'autre solution. La seule manière qu'on peut échapper à ce mur, c'est de faire cette manœuvre hautement risquée. Alors peut-être, si on a de la chance, ça peut fonctionner. Mais si cela ne fonctionne pas, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le coût de la crédibilité américaine va être terrible avec tous nos alliés, avec l'économie mondiale, et que ça va renforcer encore un petit peu plus le pouvoir. C'est le piège de l'escalade, et c'est le piège dans lequel Donald Trump est tombé. C'était une édition spéciale de La Chute. À tout de suite.